continuer ce soir sur, toujours sur la même perspective. C'est-à-dire que la question qui nous interroge, c'est de dire quelque chose, d'un savoir qui supporte la voix dans son rapport avec l'inconscient. Sur le plan théorique, c'est facile, ça s'appelle la pulsion invocante. Il ne suffit pas d'en rester comme ça à une énonciation aussi simple que ça. Alors, notamment, la dernière fois, ce qu'on avait abordé, je vous ai retracé un peu l'histoire de l'opéra, telle que moi je peux en parler, c'est pas spécialement l'histoire telle qu'elle est présentée habituellement. Hein. Mais il y a eu un moment, vers les années 1600, un petit peu avant, où des êtres parlants qui étaient intéressés par les mots, étaient intéressés par la musique qu'il y avait dans les mots. Là, ça part du Tasse, hein, du poète de Tasse. Et progressivement, on est arrivé, à partir de là, en passant par le premier opéra qui est l'Orphée de Péry en 1600. Ensuite, alors tout ça, c'est des opéras qui se font sans qu'il y ait des connaissances musicales. Et après va apparaître, effectivement, ce qu'on appelle actuellement le premier opéra, c'est Monteverdi. C'est l'Orphée de Monteverdi, en 1600 quelques années, 1606, 1607. Ou alors là, Monteverdi est un compositeur. Monteverdi a une quarantaine d'années quand il compose ce premier opéra. Puis je vous le disais, ensuite il va y avoir là différentes perspectives, et notamment deux grands courants. L'opéra seria, qui va développer quelque chose qui va rester assez figé, à partir notamment des thèmes mythologiques. C'est pour ça qu'on parle d'Orphée, mais il y a aussi un Orphée de Gluck. Puis à un moment va apparaître le fait qu'il est important que l'opéra rende compte de quelque chose qui est, on pourrait dire là, qui est dans la vie des êtres parlants. Et c'est ça ce qu'on appelle là les opéras bouffes, l'opéra bouffon. Tout ceci se passe, bon, bien sûr essentiellement en Italie, mais pas seulement en Angleterre, en France. Il y a des querelles, la querelle des bouffons, enfin il y a toutes sortes de choses. Puis il va apparaître aussi en ce qu'on appelle actuellement l'Allemagne. Hein, il va y avoir aussi un autre type d'opéra, qui est ce qu'on appelle l'opéra allemand, hein, le Sing opéra, le Singspiel, qui va conduire à ce que, progressivement, à ce qu'on pourra voir avec Wagner. Bon. Et j'insistais sur le fait qu'à la fin du 18e, là, hein, apparaît Mozart, donc, la deuxième partie du 18e, et notamment le fait que Mozart va, lui, vers la fin de sa vie, après notamment avoir fait connaissance de Da Ponte, un librettiste, avec lequel ça marchait bien, va laisser trois grands opéras, Les Noces de Figaro, ça, la première est à Vienne, le Don Giovanni de Mozart, la première est à Prague, et puis Così fan tutte, revient à Vienne. Et ce qui, je disais ça pas uniquement pour citer les choses, mais pour montrer que Mozart, dans sa progression, et dans son génie, d'après ce que moi je peux en dire, de par mon périple, bien sûr, je m'appuie aussi sur certains commentateurs, certains critiques au sens noble du terme, comme par exemple Leibowitz, qui voit dans l'opéra Don Giovanni de Mozart, qui dans la première a lieu en janvier
1789 ou 10, oui, je crois que c'est 9, eh bien, donc dans ce Don Giovanni, non pas du tout quelque chose de tragique, mais le fait que le tragique va apparaître après cet opéra. Et notamment dans Così fan tutte, hein, elles sont toutes pareilles, hein, c'est une façon comme ça un peu ironique et désinvolte de Mozart, de présenter ce qui est en jeu. Et entre les deux, si on veut essayer d'avancer, il y a quoi? Il y a le cri de Don Juan. Puisque le cri de Don Juan, c'est la fin de l'opéra Don Giovanni, même s'il y a encore une scène après. Et après va apparaître donc un an après Così fan tutte. Donc on peut, la question que je me posais la dernière fois, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre le cri de Don Juan? Est-ce que finalement le cri de Don Juan, s'il est la fin, mais aussi bien l'ouverture d'une certaine manière à quelque chose de l'opéra de Mozart, de cet opéra du Don Giovanni de Mozart, hein, le dissoluto, hein, le dissolu, Don Juan le dissolu, est-ce qu'il ne serait pas aussi, en quelque sorte, quelque chose qui préside à ce qui va être ce quelque chose de nouveau, qui est Così fan tutte? C'est nouveau pourquoi? Parce que dans la répartition des voix, on trouve là, pratiquement pour la première fois, 3 types de sopranes chez les femmes. Oui, soprane légère, soprane dramatique, enfin ce qu'on peut appeler soprane dramatique, c'est pas encore tout à fait ça, mais puis mezzo-soprano. Et puis dans les voix d'hommes, on a un ténor léger, un ténor qui a des passages de fort ténor, c'est le ténor dramatique, et puis une basse. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vont apparaître la classification. Bon, ça c'est une chose, mais ce qui m'intéresse beaucoup, parce que ça m'a travaillé, moi il y a 6 ou 7 ans, ça, c'est ce qui peut être mis en jeu à partir de ce moment, du final, du Don Giovanni de Mozart, où quelque chose, bien sûr, a lieu, mais où tout est conduit vers le fait que la voix humaine, celle de Don Giovanni donc, va... Alors c'est ça la question, comment dire ça? Va de cet orifice qu'est la bouche, de ce trou qu'est la bouche, on a parlé déjà du trou, hein, on a parlé du cercle et de la croix, de cet orifice qu'est la bouche, va sortir quelque chose, et ce quelque chose, habituellement, effectivement, est d'emblée pensé et compris comme ayant une signification. La signification, c'est le fait que, comme il ne veut pas se repentir, eh bien, il tombe dans le trou, qui est le trou de l'enfer, il est englouti par des flammes, et il pousse un cri d'horreur qui, bien sûr, satisfait tous les spectateurs. D'autant plus que le thème du Don Giovanni, qui est apparu beaucoup plus tôt, on est à Séville, en Espagne, par un moine qui s'appelle Tirso de Molina, avait eu pour fonction d'écrire. Il avait écrit une pièce, c'est pas un opéra, c'est une pièce de théâtre, qui qui s'adressait aux croyants, aux chrétiens, et qui avait pour fonction d'attirer l'attention sur le fait que l'impénitence finale, ça ne marchait pas. Pour le dire plus simplement, si on attend au dernier moment pour se repentir, on ne peut pas être sauvé, on ira en enfer. Donc c'est ça l'objectif de Tirso de Molina. Bon, ensuite ça s'est été repris. Mais j'en reviens à Mozart. Qu'est-ce que nous transmet Mozart? C'est ça la question. Alors, pour avancer un peu dans cette perspective-là, bien sûr, il faut que j'aborde quelque chose qui est
le fait que ce qui peut sortir de la voix humaine, ben, c'est autre chose que du bruit et que du son. Par exemple, maintenant que je suis en train de vous parler, il est évident que, en parlant, je ne crie pas que du son et des mots, je crie, vous voyez, je le fais à lapsus, je crie autre chose, et on peut dire que ce qui est crié et créé, j'ai suivi le lapsus que je viens de faire, c'est quelque chose qui a à voir avec le silence. Ça nous pose la question de qu'est-ce que c'est que le silence. Nous, on a une perception du silence, notamment le fait que le silence peut être angoissant. Et en fait, c'est pas le silence, c'est le fait de se taire. Et depuis longtemps, depuis des auteurs latins, Plaute a bien fait la différence entre siléo, je suis silencieux, et tachéo, je me tais. Autrement dit, il ne faut surtout pas confondre le fait d'être silencieux et de se taire, et c'est pour ça que je vous dis que quand quelqu'un parle, quand un acteur sur la scène parle, ce qui est le plus important, sans doute, c'est le silence qu'il entend. Il entend, d'une part parce qu'il le crée, et d'autre part, qui lui est renvoyé par les spectateurs, mais pas du tout parce qu'il se taise, parce qu'il participe à quelque chose qui est en train d'avoir lieu, comme peut-être sans doute ce qui est en train de se passer ici maintenant. Vous voyez que le silence, c'est une création. C'est pas quelque chose de simple, et c'est une création qui passe par un orifice qui est la bouche, le rond qui est là, et Lacan aborde cette question-là notamment en 59 dans un séminaire, c'est en mars 59, et il dit que pour vous parler de cette chose qui est quand même très difficile d'aborder, puisqu'on ne peut pas le penser, la dimension du grand autre, grand A, l'altérité, c'est-à-dire le langage, le savoir du langage, eh bien, je vais vous parler de quelque chose qui me semble le plus simple, et peut-être sinon le plus simple, du moins le moins loin, le plus proche de ce qui est en jeu dans cette dimension de l'autre, à savoir le silence. Et à ce moment-là, il déploie le fait que, c'est ce qu'il y a derrière moi là, il déploie une représentation du cri de Munch. Et si vous regardez bien sûr cette représentation du cri de Munch, vous êtes assez loin, mais enfin, ce qui apparaît évidemment, c'est de savoir ce qu'il a dans ce tableau, qui est un cri, c'est-à-dire que ça nous pose d'emblée une question, comment un peintre peut parler d'un cri? Puisque justement, ça ne s'entend pas au niveau du son. Et pourtant, c'est un cri, première chose. Donc on est dans une logique qui n'est pas du tout la logique habituelle, évidemment. Alors, si on se met à faire comme souvent on fait quand on veut chercher la signification et le sens, on fait le tour du tableau, on voit que là, c'est pas, il n'y a pas tout à fait la totalité, mais là il y a deux personnes là, qui partent vers le fond, là il y a une allée, là il y a une barrière, là on peut penser qu'au fond il y a toutes sortes de choses, peut-être la mer, peut-être plutôt un espace, et puis il y a le ciel, etc. On peut décrire ça comme ça, pourquoi pas, hein? Et puis du coup, on se dit, ben, devant, il y a quelqu'un qui se bouche les oreilles, qui ouvre la bouche. Voilà. Et donc le silence, ce serait quoi? Ce serait le fait qu'il n'y a pas de bruit. On pourrait dire ça. Eh bien, on va partir de ce qui, justement, non pas ce que l'on peut voir, comme je viens de le décrire, hein, c'est-à-dire ce que l'on appelle la dimension de l'image, la dimension de la pensée, la dimension de l'imaginaire, de ce que Platon va appeler l'eidos. L'eidos, c'est l'idée, c'est l'image,
l'imaginaire. Et on peut d'emblée, par exemple, tout d'un coup, si on voit ça dans un musée, on peut prendre cette expérience-là, tout d'un coup, en découvrant le tableau, être arrêté par quoi? Par le trou. Le trou qui apparaît là. Et on ne voit plus que ça. C'est-à-dire qu'on est regardé par ça. On est fixé, figé. Et à ce moment-là, bien sûr, ça pose la question du cri de ce tableau, ce tableau qui est de 1894, d'Edvard Munch. Il n'y a pas besoin de faire d'éléments historiques et biographiques du peintre. Il a dit certaines choses sur le tableau, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se transmet par le cri. C'est ça la question. Et qu'est-ce qui peut, en quelque sorte, être transmis par le fait que, justement, du silence présentifie le cri. Voilà la question. Alors, je crois que ce qu'on pourrait dire, par exemple, c'est que ce trou, cet orifice qui est là, par où sort le silence, parce que c'est ça, et en même temps le trou où se précipite le silence. On ne sait, il n'y a plus un sens dehors, dedans, dehors. On est dans un autre espace. Premier point. On est dans un autre espace, et ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout toutes les fioritures qui sont derrière. Ça, c'est pour, en quelque sorte, nous apaiser un peu, peut-être. Nous apaiser. Parce que si on est figé dans la découverte du trou, là, c'est vrai que, qu'est-ce qu'on rencontre? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on rencontre? Et vous voyez que ce qu'on rencontre à ce moment-là, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le cri comme son, mais avec le cri comme silence. Et c'est une façon, c'est comme ça que Lacan le présente, c'est une façon d'imager, parce que pour dire quelque chose, il faut bien prendre des images, c'est-à-dire d'utiliser la pensée, c'est une façon d'imager, là, ce qu'est le silence. Parce qu'évidemment, ce cri qui est présent, pour le moment, ça ne s'entend pas avec les oreilles. Personne ici ne va entendre ce cri avec les oreilles. Et pourtant, c'est un cri, puisque, justement, ça s'appelle le cri. Vous voyez que là, on est dans quelque chose qui est présent, une présence. C'est comme ça qu'on peut parler de cette dimension du langage qui est là, qui est présent, qui nous habite. Et nous, on passe notre temps à mettre devant le langage quelque chose qui nous empêche d'être pris en charge par le langage. On a passé son temps à faire ça depuis le début. Voilà. On est comme ça, on est tordu, il a fallu passer par là d'une certaine manière. C'est comme ça, à partir de là, qu'on va pouvoir développer toutes sortes de certaines évolutions, certains destins, etc. Donc, vous voyez que cette dimension-là, particulière du trou, cette béance qui a pu nous arrêter, elle nous conduit, elle nous met en rapport avec le fait qu'il y a un autre lieu, un autre champ que le champ de la vision, que le champ de ce que l'on peut écouter, c'est-à-dire que tout le champ sensitif, sensoriel. Il y a autre chose, et ce champ-là est même au-delà des mots. Au-delà des mots, et au-delà de ce qu'on appelle l'humanité, si l'humanité est articulée aux mots, et ce champ-là, c'est le champ du langage. Et une psychanalyse vise cette perspective. Pourquoi? Parce que l'inconscient ne peut être touché qu'à partir du langage.
C'est pas avec la pensée qu'on touche à l'inconscient. En plus, il est insaisissable. Il est ce qu'on appelle le réel. En d'autres termes, le réel qui s'appréhende dans le trou là, le réel, l'insaisissable, qu'est-ce que c'est? Le génie de Munch, qu'il le sache ou non, n'a absolument aucun intérêt pour nous maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il ait fait ce tableau et qu'il l'ait appelé le crime. Comme quand quelqu'un parle, quelqu'un fait un rêve, et tout d'un coup, quand il parle du rêve, il y a quelque chose qui apparaît. C'est ça qui est important. Hein? C'est pas tout ce qu'il a raconté avant. Tout ce qu'il a raconté avant, c'est peut-être nécessaire pour arriver là. Mais c'est tout. Ça ne va pas au-delà. Donc, on laisse de côté dans le tableau tout le reste, et on va revenir à la dimension de la voix pour poser la question suivante. Si la voix est autre chose que du sonore, ou du moins ne se réduit surtout pas au sonore, quel que soit le sonore, et ce sonore qui va pouvoir être apprécié avec des instruments scientifiques très particuliers, très développés, ça pose aucun problème, on va définir des oscillations, des harmoniques, tout ça, etc. Tout ça c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est transmis quand la voix parle, et bien sûr, de façon particulière, quand la voix chante? Et est-ce que ce qui est caractéristique de l'être parlant, du fait qu'il est fils, qu'il est fils du langage, beaucoup plus que fils d'un père et d'une mère, en fait, bien sûr, hein, je ne parle pas des chromosomes, là, on laisse ça de côté, bien sûr. Est-ce que ça n'est pas ça qui est en jeu dans ce qui va pouvoir avoir lieu, dans ce qui va présider à son destin? Voilà la grande question. Et c'est là, et c'est ça qui apparaît à la fin du 19e, et c'est pas très loin, 1894, hein, ça correspond à peu de choses près, à quelques années près, aux études d'hystérie de Freud. C'est-à-dire que la psychanalyse apparaît, bien sûr, dans ce moment-là, il y a d'autres choses qui apparaissent, j'en ai déjà parlé, hein, il y a des dogmes qui apparaissent, le dogme de l'Immaculée Conception, vous connaissez l'origine du monde de Courbet, vous connaissez les travaux de Marx, vous connaissez tout ça. Il y a quelque chose qui se passe dans la deuxième partie du XIXe siècle. Bon. Et qui fait que, comment ça s'articule avec la découverte de l'inconscient, même si Freud a pataugé pour essayer de décrire un peu ce qu'est l'inconscient, parce qu'il était seul, et il a fait ce qu'il a pu. Le génie de Freud, c'est d'avoir eu cette intuition fantastique de dire à des gens qui parlaient, à des gens qui souffraient, oui, je fais un lapsus, à des gens qui souffraient, essayer de parler. C'est ça le génie, c'est tout. Et de la boucler. Bon, il la bouclait pas tellement, mais enfin, bon, il avait l'intuition qu'il fallait se taire et laisser parler. Pourquoi? Parce que dans le fait de parler, il y a ça. Il y a cette dimension du silence particulière, et que ce silence peut s'ouïr. Et c'est sous cette dimension du jouir et de la jouissance qui est en jeu, et qui peut, chez un être parlant, apparaître comme le rendant vivant d'une certaine manière. Vivant. Bien sûr qu'il vit. Il vit sur le plan juridique et sur le plan de la physiologie, tout ça, mais ce n'est pas cette vie-là qui nous intéresse. Hein, ce n'est pas la vie telle qu'elle est ordonnée à partir de messages, on pourrait dire. Hein, de messages qui fonctionnent au niveau de ce qu'on appelle habituellement le corps. C'est autre chose. Donc, voilà la question du silence. Vous voyez qu'elle est tout à fait importante, parce que elle ne peut pas être prise en compte par le discours habituel, par le discours ultra perfectionné qu'est le discours scientifique, puisque le discours scientifique va chercher quelque chose qui va faire que ce silence est ou n'est pas. Et si vous allez un jour dans des chambres particulières qui sont isolées complètement, hein,
On est allé il y a quelques années à l'IRCAM, à Paris, là, à Beaubourg. C'est une pièce tout à fait singulière. En fait, quand on entre dans la pièce, on entend quelque chose. On entend quelque chose, ne serait-ce que quelque chose qui se passe au niveau de notre corps. Donc vous voyez que le silence est quelque chose de très particulier. Et c'est quelque chose, effectivement, qui fonctionne comme quoi? Voilà, c'est ça la question. Et quel rapport le silence a à voir avec la voix? Réponse, est-ce que le cri, tel qu'il est présenté là, ne pourrait pas nous donner ce qui est en jeu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le réel qui est là dans cette béance, dans ce trou, c'est une présence. Ça s'appelle une présence signifiante. On ne va pas la voir au microscope, hein, même au scanner et tout ce que vous voulez, ça ne va pas apparaître du tout. Et pourtant, il y a une présence, évidemment. Hein. C'est ça le génie de l'artiste. C'est de rendre présent quelque chose qui échappe à toute dimension scientifique pour celui qui peut, bien sûr, le recevoir. C'est ça l'important. Bon, alors, dans le cadre de l'opéra, évidemment, la question du cri, c'est quelque chose d'important, d'autant plus que ça a été porté pendant très longtemps. Il y a bien sûr le cri de Don Juan, mais en général, c'était porté par des femmes. Et ce qu'on constate habituellement, c'est que les voix féminines, au sens de l'état civil, hein, les voix féminines qui portaient ce cri, habituellement, elles étaient mises à mort. Alors on va très vite là, et on reprend le tableau, on quitte ça, et puis on décrit ça. Il en résulte que, puisque c'est des femmes qui crient, c'est des femmes qui vont venir, vous savez, remplacer à la place des castrats, à un certain moment, dans l'opéra, on va en déduire, parce qu'on interprète au sens de la compréhension, mais pourquoi pas, hein. L'essentiel c'est de savoir que c'est du semblant, c'est tout. Hein. Eh bien, on va en déduire qu'effectivement, on les tue parce que le silence, le cri, justement n'a pas produit du tout du silence, mais les explications qui vont être apportées, par exemple, c'est parce que le cri a provoqué une jouissance très particulière, qui va s'appeler la jouissance féminine. C'est pas faux, mais c'est un peu rapide. Là, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est plutôt que la jouissance, elle serait liée à une présence du silence dans le fait de parler ou de chanter. Alors, on en revient à notre finale de Don Juan, et on se dit ceci. Et bien finalement, bien sûr, l'opéra, c'est une histoire, et puis la musique. Et tout ça, c'est articulé, notamment là, par Da Ponte qui fait le livret, un livret où il va prendre l'essentiel du livret à une autre pièce qui s'appelle aussi Don Juan, qui vient d'être donnée. Donc c'est pas le livret qui est important. Ce qui est important, c'est effectivement la façon dont Mozart va y mettre quelque chose de lui. Parce qu'on pourrait dire que chacun des personnages, d'une certaine façon, c'est quelque chose de Mozart, dans le Don Giovanni. Dans le Don Giovanni de Mozart. Ce qui n'est plus le cas dans le Così fan tutte. C'est autre chose. Il est à distance des personnages. Entre-temps, il y a eu le cri de Don Juan. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ce cri, si on sort du fait que l'important du cri, c'est le sonore, ou c'est une jouissance comme ça qui déchirerait, etc., je ne sais pas quoi, ou alors si le cri est autre chose que de la culpabilité, ou ce qu'on voudra du même ordre, qu'est-ce que ce cri peut transmettre? Et pour avancer, ce que je prends comme référence, je reviens à Munch, c'est la dimension du rond, du cercle. C'est-à-dire que ce qui apparaît de génial dans ce tableau, c'est ce qu'on a évoqué il y a deux séances, où j'ai parlé du cercle et de la croix, c'est le fait qu'il peut y avoir un cercle, un rond, un trou, ça le trou dans lequel tombe Don Juan, il peut y avoir un trou qui soit tel
que, bien sûr, ceux qui sont là, présents, qui assistent à l'opéra, ils vont penser, parce qu'ils sont guidés par leur pensée, que ce qui est en jeu à ce moment-là, eh bien, c'est le fait tout simplement que le dissolu, il est damné, puis on n'en parle plus, c'est terminé, on bouche le trou, on met un bouchon là, hein, on bouche le trou, c'est terminé, on a tout compris, hein, puis on est bien content d'une certaine manière. Ou bien la disparition de quelque chose dans cet orifice, dans ce trou, est quelque chose qui dépasse ce que l'on pourrait d'une certaine façon voir, c'est une certaine présence, et le cri de Don Juan, c'est une présence qui dépasse tout ce qu'on aura pu dire jusque-là, ou raconter sur ce dissolu qu'est Don Juan. C'est autre chose, et d'ailleurs, comme pour tout cri, il faut dire, hein, c'est un fonctionnement très particulier de l'appareil somatique qui produit un cri, hein, puisque c'est un larynx qui est tout à fait particulier, hein, qui est réduit au syrinx, à quelque chose de tout à fait simpliste, où il n'y a pas du tout où il y a une continuité, il n'y a pas du tout d'implosion, d'explosion, de coupure, comme quand je parle là, hein, pour différencier les différents sons qui sont facteurs des syllabes et des voyelles que je décris. Il y a des coupures dans ma voix. Hein. C'est quelque chose qui est continu, et ça nous pose la question, bien sûr, de ce que c'est à ce moment-là que la voix. Et donc de cette présence qui est présente dans la voix. Alors, on va laisser le tableau de Munch, puisque je l'ai suffisamment parlé. Ce qui est vraiment très important, c'est cet orifice particulier qui peut nous arrêter ou pas. Hein. Là, j'ai essayé de vous transmettre le fait que, comme le cri de Don Juan peut nous arrêter autrement que, comme c'est tout simple, hein, c'est terminé, on n'en parle plus, il est damné, hein, et ça fait référence à toute une conception de la vie qui doit se terminer à un moment par le fait qu'après, il y a autre chose, et qu'on sera dans une perspective d'enfer ou de damnation ou de ciel, c'est-à-dire qu'il y a un état particulier. Hein. Mais ça, c'est une façon, on va dire, imaginaire, je ne veux pas dire que c'est faux, hein, au sens de la pensée, hein. C'est une façon imaginaire d'être immortel d'une certaine façon, c'est-à-dire de persister, même si on est mort. On persiste dans un être particulier, qui sera l'être divin, par exemple, hein, pourquoi pas. Hein. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu changé le titre de mon séminaire, qui est passé du duc du divin au divan. Hein, puisqu'on pourrait dire que l'évolution de tout un chacun, c'est de passer de l'être, et dès qu'il s'agit de l'être, ben c'est de l'être de Dieu, qu'on y croit ou pas, c'est pas. Ça n'a même aucune importance. Hein. L'être suprême, ben c'est Dieu. Hein. Ça peut être la science, ça peut être la politique, ça peut être ce qu'on voudra. Mais de toute façon, ça renvoie à cette dimension-là. Donc toute la question de la psychanalyse, c'est de passer de cet être, on va appeler ça le divin, au divan, c'est-à-dire d'être dans cette position-là, là, comme ça, où quelque chose peut être transmis comme existant, comme existence d'une certaine béance, c'est-à-dire d'un certain réel, et on pourrait dire que tout ce qui va advenir quand quelqu'un chante, d'une certaine manière, c'est tous les sons qui tourbillonnent autour de l'orifice. Alors bien sûr, ce que je vous dis, évidemment, sur le plan technique, n'est pas valable, puisqu'en vrai, le son, il part dans la direction du récepteur, de celui qui écoute. Hein. C'est ça qui est attendu, sur portée. Mais néanmoins, on pourrait dire que justement, il y a quelque chose qui fonctionne, qui tourne, qui tourbillonne, là, et que toute la question pour tout un chacun, c'est de savoir comment il fait avec ce quelque chose qui tourbillonne,
dont il n'a aucune idée parce que ça ne peut pas ça ne peut pas s'idéaliser. C'est une présence particulière. Alors, vous voyez que si et c'est ce que j'essaie de faire avec vous, si on prend cette perspective-là, du coup, eh bien tout ce qui s'est passé avant dans l'opéra du Don Giovanni, eh bien c'est le fait que, finalement, ben, jusque-là, tout ce qui s'est passé, les histoires entre les conquêtes de Don Juan, le fait que dans la première partie de l'opéra, c'est lui qui mène le bal, on pourrait dire, puisque c'est lui qui séduit un certain nombre de femmes, avec toutes les histoires qui vont apparaître, là. Et puis dans la deuxième partie, c'est plutôt un peu l'inverse, c'est des femmes qui vont essayer de se dégager de lui, et d'y arriver d'ailleurs, d'une certaine façon, même si ça se termine par le fait que Doña Elvire va au couvent, Doña Anna épouse quelqu'un, on ne sait pas bien si elle l'aime, après peut-être qu'elle l'aime vraiment. Et puis voilà, et puis c'est comme ça que... Enfin, la vie reprend, quoi, la vie reprend normalement, on va dire. Tout le monde est à peu près à sa place, quoi. Bon. Alors, on pourrait dire que ce qui est présenté habituellement, justement sur la scène de l'opéra, ben, c'est ce que vous voyez derrière, là. C'est tout ça. C'est tout ce qui est en jeu. Mais, comment peut être représenté ce qui tourbillonne autour de l'orifice? Ce qui n'est pas non plus sans pouvoir faire entendre quelque chose, mais ce quelque chose qu'on entend, il n'est pas saisissable en tant que tel. Dans la musique en général, on ne peut pas la saisir. On peut bien sûr la mettre sur un support, un CD, DVD, mais on ne peut pas s'accrocher à la musique comme on va s'accrocher avec quelque chose qu'on voit. C'est quand même un peu autre chose. Bon. Donc c'est ça, la grande énigme. Dans quelle mesure il est possible que, un jour, quelqu'un, entendant ce quelque chose qui apparaît là, présentifié par un artiste qui est peintre, lui, qui n'est pas musicien, je mets en rapport avec ce que, 100 ans avant, un autre génie, Mozart, lui transmet dans la musique. Dans quelle mesure ce quelque chose peut dire, c'est un dire, c'est pas un dit, c'est pas une signification, c'est pas de la pensée, peut dire quelque chose de ce qui est au plus intime de nous-mêmes. Et de ce qui est ce qu'on pourrait appeler, bon, avec Lacan on appellera ça la jouissance de l'autre, mais on peut aussi voir ça du côté de ce que Lacan appelle la dimension du féminin. On a déjà parlé, on reprendra ça. Et surtout au fait qu'il est possible pour tout être parlant de dire non à toute la signification qui est là. Ce qu'on appelle la signification phonique. Il est possible, c'est de l'ordre du possible. Et si, c'est pas un acte de pensée ni de volonté, et si ça a lieu, alors on est en rapport avec ça. Et on n'est pas dans un rapport terrible Alors, ce qui est en jeu pour autant d'une psychanalyse, c'est que pour y arriver, la règle du jeu, c'est d'essayer de parler. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres parlants. C'est-à-dire qu'on part en plein dans le mur, complètement dans le mur. Ça ne peut pas être autrement. Et dès qu'on va parler, on va comprendre, on va être dans ce qu'on appelle, je le cite bien avec Lacan, qu'on croit qu'il est vrai, c'est ce qu'on appelle un discours qui est du semblant. Mais il faut aller par là, il n'y a pas d'autre solution. Et puis à un certain moment, parfois, il peut arriver que ça advienne. Alors, on se met en route comme ça, pourquoi? Parce que, bien sûr, auparavant, il y a quelque chose qui s'est passé, on a rencontré quelque chose. Alors on dit on a fait les symptômes, c'est un peu rapide, mais il s'est passé quelque chose dans notre vie, je ne vais pas dire notre existence, parce que c'est un mot qui est existence, évidemment, on sait que ça veut penser à Dieu aussi, mais c'est un mot qui apparaît dans la langue française au XIIIe siècle. Bien sûr, il y a toujours existare en latin, mais dans la langue française, ça apparaît très tardivement,
Et l'existence, c'est quelque chose qui, justement, est ce qui est présentifié au niveau du trou, c'est existant. Eh bien, on va se mettre à parler, et c'est ça la découverte de Freud dont je parlais tout à l'heure, qui nous a été véritablement, vraiment transmise par Lacan. On va se mettre à parler parce que dans le parler, pas dans ce qu'on dit, dans le fait de parler, c'est un substantif, hein, dans le fait de parler, il va être possible de trouver, c'est une trouvaille, c'est un trou, le trou revient, hein, il est possible de trouver cette présence particulière, ce réel particulier qui est en jeu et qui, on va appeler comme ça, la jouissance de l'autre. D'être articulé, parfois, mais le fait que ça ait lieu, c'est très important, ça change tout. Quand ça a lieu, ça va changer le destin de quelqu'un, d'être articulé à cette dimension de l'autre du langage. Et je n'ai pas beaucoup avancé ce soir, parce que ça ne peut pas beaucoup avancer non plus. La question que je pose pour finir, je vous pose, et puis on verra si on la reprend la prochaine fois, c'est quand on travaille le chant sur des vocalises uniquement, hein, dans la technique que je connais, on commence par le I, après le A, après le E, après le O, il faut sortir toute la tessiture, toute la tessiture déjà, comme ça, avant de se mettre à chanter. On chante au bout de 2-3 ans, hein, on chante pas avant. Eh bien, pour trouver cette voix qu'on ne sait pas qu'on a, parce que c'est pas du tout la voix qu'on a quand on se met à chanter, c'est pas celle-là qui nous intéresse, celle-là, c'est celle qui est là. L'intérêt, c'est celle qui peut sortir de là. C'est celle-là qui nous intéresse, essentiellement. Hein. Donc, ça me permet de dire ça à partir de là. Hein. C'est pas non plus du plaqué, donc ça permet, le génie de Munch me permet de dire ça. Hein. Dans quelle mesure il est possible de dire que quand on travaille à partir des vocalises, et que ce qu'il en résulte, c'est une création, c'est une voix, et cette voix en question, si elle ne vient pas nous habiter, si on ne l'habite pas, elle repart en arrière, elle n'est plus devant, il n'y a plus de timbre, c'est une voix blanche, on appelle ça. Hein. Et c'est un problème, puisque actuellement, vous savez sans doute que je l'ai déjà dit, que les chanteurs d'opéra, justement, la plupart, notamment en France, on peut le dire, c'est quand même dramatique, justement, ne sont pas formés comme ça. Et donc, très rapidement, ils n'ont plus une voix qui est timbrée, notamment dans les aigus. Hein. Donc, vous voyez que c'est quand même curieux que, au moment où la psychanalyse se développe, les années 50, 60, 70, c'est au moment, au niveau de l'opéra, il y a des voix extraordinaires, très timbrées, et puis depuis 20-30 ans, où la psychanalyse est passée à une pleine consommation, comme ça, n'importe comment, ça c'est le problème du psychanalyste, hein, c'est pas le problème des patients. Hein. Eh bien, du même coup, à l'opéra, aussi ces voix-là, particulières, ce réel qui est dans la voix, qui correspond, à mon avis, au timbre, mais il faut que je revienne là-dessus encore beaucoup de fois pour avancer, eh bien, ce timbre-là qui est dans la voix, hein, eh bien, justement, il est mis à mal. Comme si, de même que l'inconscient, quand il apparaît, ben, il réveille, c'est être vivant, eh bien, aussi, ce qui était attendu, parce qu'on aime ça, quand on va à l'opéra, c'est pas exclu, parce qu'on est très tordu, hein. Ce qu'on a attendu, c'est d'être hypnotisé par une voix comme ça, qui est complètement le droit de fausser. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus.